Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Donc, présentation pour la semaine du 3 août 2015. Bonjour à tous nos amis en Haïti, en France, au Canada, dans les pays francophones. Aujourd'hui, une fois de plus, on va revisiter le dernier webcast de l'équipe du Comité d'action politique de Lyndon LaRouche, un discours qui a lieu en Virginie, aux États-Unis, à chaque vendredi à 20h, heure de l'Est, un discours que vous pouvez écouter en anglais sur le site larouchepac.com, LAROUCHEPAC.com. Cette semaine, on avait une présentation un peu plus courte, mais d'une importance capitale. Monsieur Lyndon LaRouche, depuis quelques jours, a mis l'accent sur le rôle de Hillary Clinton, non pas en tant que candidate présidentielle ou en tant qu'un futur président. Ça, c'est vraiment de ce deuxième niveau. Ce qu'on veut vraiment discuter aujourd'hui, c'est en fait d'empêcher la création d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, un danger qui, en fait, est de plus en plus présent, surtout qu'aux États-Unis, le Congrès américain est en ce qu'on appelle en vacances, qui va revenir au mois de environ la mi-septembre. Et donc, Barack Obama possède plusieurs semaines, en fait, pour potentiellement lancer une guerre sans que personne ne l'en empêche. Et en fait, Mme Hillary Clinton, il y a eu plusieurs mémos là, de publiés sur le site larouchepac.com, comme quoi Hillary devait dévoiler ce qu'elle savait des attentats de Benghazi. On se rappelle le 11 septembre 2012, donc 11 ans après le triste événement à New York et au Pentagone américain. Donc en 2012, dans la ville de Benghazi, en Libye, on a eu l'ambassade américaine qui avait été sous attaque. Il y a eu 4 décès, dont l'ambassadeur même, M. Stevens. Et par la suite, on a eu vraiment une véritable tragédie qui s'est découlée en provenance de la Maison-Blanche. On se rappelle, Mme Clinton était à l'époque secrétaire d'État. Et on nous avait lancé la théorie tout à fait ridicule comme quoi les événements, les attentats à l'ambassade américaine en Libye avaient été en fait causés par une démonstration subite causée par une vidéo sur YouTube qui en fait se moquait du prophète Mohammed. Évidemment, l'Internet en Libye, je ne sais pas à quel point ça fonctionne, mais après l'assassinat du président Kadhafi, la Libye était dans un chaos total. C'est à se demander s'il y a quelqu'un, au moins une personne, qui aurait vu cette vidéo-là. Bref, en fait, 3 ans après les événements, on se rend compte de plus en plus, il y a de plus en plus de témoignages de ça, il y a des écrits là-dessus, sur le fait que Hillary Clinton avait menti en publiant un communiqué de presse qui disait, qui relatait cet événement à propos de la manifestation subite contre une vidéo, alors qu'en fait, les faits nous démontrent que la Maison-Blanche savait beaucoup de choses, et ce, plusieurs mois avant les attentats du 11 septembre 2012. Et aussi, en fait, que plusieurs choses auraient dû être faites, même la journée même, mais cependant, rien n'a été fait. Et au lieu de ça, on a vu une certaine Susan Rice, qui est maintenant la secrétaire d'État d'Obama, qui à l'époque est allée à la télévision nationale américaine sur 5 émissions pour lancer faire cette fausse déclaration sur les attentats de Benghazi. Obama a fait la même chose à l'émission de View, etc. Donc, M. LaRouche, en fait, qui lance un appel à Hillary. Hillary doit dévoiler ce qu'elle sait. Ainsi, elle peut mettre, en fait, en échec la tentative d'Obama de créer un conflit que tout le monde va regretter, Obama étant la marionnette narcissiste de l'Empire britannique, un Empire britannique qui a atteint un point de panique. Le système financier international est en train de s'effondrer et il reste très peu d'options à cet empire, à cette force britannique, avec la monarchie britannique, la City de Londres, Wall Street et plusieurs autres acteurs
du monde de la finance et du monde de la monarchie à l'échelle internationale, des gens qui parlent déjà depuis même plusieurs décennies, d'une espèce de ce qu'on appelle en bon français un wet dream, le wet dream d'un génocide de plus de 6 milliards de personnes. On le voit à travers les mouvements écologistes qui, en fait, proviennent de cette tendance impériale appelée le malthusianisme, donc l'idée de réduire la population mondiale selon les gènes, donc une vision très, très animale de l'espèce humaine, et vraiment des gens qui aujourd'hui cherchent par tous les moyens d'empêcher à ce que les nations, des nations qui sont dévouées au bien commun de la population, que ces nations se relancent dans le développement et en fait brisent les liens qu'elles ont avec un système impérial qui est représenté par exemple par des institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la zone euro, comme on peut le voir avec la situation en Grèce, où la Grèce, après avoir démontré justement une intention d'aller à l'encontre de la politique d'austérité et la politique des renflouements bancaires, afin de protéger la population grecque qui se meurt depuis leur accession à la zone euro. Donc, ce système impérial-là doit tomber. Sinon, ils sont prêts à lancer une guerre nucléaire. Et comme beaucoup d'impérialistes, des impérialistes souvent consanguins, donc c'est assez léger là, en haut des oreilles. Et ces gens-là pensent en fait survivre à cette crise nucléaire. Donc, le système impérial est prêt à tomber. Et Hillary Clinton se retrouve dans une position tout à fait incroyable, pouvant justement mettre un terme à ce danger de guerre. Donc, durant le webcast, un webcast de l'équipe de Larouche animé par Jason Ross, de l'équipe scientifique, et c'est Jeffrey Steinberg, donc un des éditeurs du magazine Executive Intelligence Review, magazine relié au mouvement de Lyndon LaRouche. Et donc, M. Steinberg qui élabore en fait sur l'analyse de M. LaRouche sur cette question de Benghazi. Donc, en fait, M. Ross a mis l'accent tout d'abord sur plusieurs événements qui nous démontrent maintenant une certaine accélération du danger de guerre. On voit par exemple en Ukraine où les factions de type néo-nazi, représentées par exemple par le secteur droit, le Pravi Sector, un des partis en Ukraine, donc la croissance de ces mouvements-là. On voit aussi l'étendue des sanctions contre la Russie, des sanctions économiques et autres, et politiques. On voit aussi la présence d'avions de combat, des avions de combat dans les nations, qu'on dit les nations baltiques, donc tout près de la Russie. Donc beaucoup d'activités dans les zones aériennes de ces nations. Et on voit aussi la construction par l'OTAN, donc on parle évidemment des États-Unis et de la Grande-Bretagne, donc la construction de systèmes de défense antimissiles construits en Europe de l'Est, qui sont censés, nous dit-on, nous protéger contre la menace que représenterait la nation de l'Iran, malgré le fait qu'il y a eu des ententes récemment concernant le programme nucléaire iranien. Donc, malgré ça, l'OTAN se lance dans cette construction de missiles. Un autre point à surveiller, évidemment, c'est la réaction du président Vladimir Poutine. Les Russes savent très bien qu'ils sont la cible de cette folie meurtrière et que, en fait, les Russes ne sont pas prêts à démarrer pareil combat, mais ils sont prêts ils se préparent à une deuxième frappe. Et comme le disait M. Poutine récemment, alors qu'il donnait une entrevue à la télévision Swiss TV, donc une télévision en Suisse, où il a dit que, justement, le processus de démarrage d'une nouvelle course à l'armement, a été lancé au moment où les États-Unis se sont retirés du traité ce qu'on appelle le traité de défense contre des missiles balistiques, donc le traité ABM. Et donc, cet accord-là est en fait le fondement pour la création d'un système de sécurité international. Donc, on voulait justement éviter
cette croissance, cette course à l'armement. Donc, quand les États-Unis se sont retirés et ont commencé à créer des systèmes de défense antimissiles comme faisant partie, en fait, d'une construction d'armes stratégiques à l'échelle globale. Donc, les Russes se sont dit, nous devrons être obligés, en fait, de prendre des actions réciproques afin de maintenir ce qu'on pourrait appeler la balance stratégique du pouvoir, étant justement la Russie et les États-Unis étant les deux forces militaires, les deux plus fortes, les deux plus puissantes forces militaires sur le monde. Et M. Poutine continue en disant, nous avons développé des systèmes de frappe capables, en fait, de surpasser les systèmes de défense antimissiles. Et il continue en disant, je veux dire quelque chose de très important. Nous faisons cela. Donc, nous reconstruisons notre armement militaire, notre armement de missiles. Nous faisons cela pour nous-mêmes afin d'assurer la sécurité de la Russie, mais nous le faisons aussi pour assurer la sécurité du reste du monde. Car cette stabilité stratégique assure la balance du pouvoir, donc l'égalité des pouvoirs. Donc, les Russes sont très clairs là-dessus. Ils doivent eux aussi lancer cette course à l'armement pour éviter justement la catastrophe nucléaire. Donc la question demeure, comment retirer Obama du pouvoir, ou en fait comment l'isoler pour éviter ce déclenchement d'une guerre que tout le monde va regretter. Donc M. Larouche, donc homme d'État américain, économiste réputé à l'échelle internationale, de plus en plus couvert à travers les nations du BRICS, où le mouvement Larouche joue un rôle prépondérant dans le développement de la politique de la nouvelle route de la soie, politique défendue par la Chine et indirectement aussi par les nations du BRICS. Donc M. Larouche a mis l'accent sur le rôle potentiel de Hillary Clinton, qui a la capacité d'arrêter Obama, d'arrêter le danger que représente Obama en disant la vérité. La vérité sur ce qui s'est passé à Benghazi le 11 septembre 2012, les fameuses attaques contre les installations américaines à Benghazi. Donc le 11 septembre 2012, 11 ans après le 11 septembre 2001. Car depuis cette attaque, continue M. Larouche, en fait, notre mouvement, le mouvement Larouche-PAC et les extensions à l'échelle internationale, ont été, en fait, ont eu raison sur cet enjeu depuis, en fait, très longtemps. Et donc, la présentation, le webcast a commencé, en fait, avec un court vidéo, une conférence de presse qui avait été donnée par M. Larouche et M. Jeff Steinberg, une conférence de presse qui avait lieu au Club de presse national à Washington, D.C. Et donc, dans ce court vidéo, c'est M. Steinberg qui discute, où il discute justement des questions qui doivent être posées à M. Obama. Il y a plusieurs questions, en fait, qui sont des questions évidentes. Donc, la première est, que savions-nous exactement? Qui savait, à la Maison-Blanche, par exemple, qui savait à l'avance qu'il y avait, par exemple, des avertissements, des alertes concernant la situation en Libye? Donc, la situation avec le 11 septembre 2011, on se demande comment se fait-il que les gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait? Ou en fait, quelles étaient les actions qui ont été données après l'événement, après avoir appris la nouvelle de l'attaque contre l'ambassade américaine? Et qu'est-ce que les gens savaient avant cela? Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en fait une montagne de rapports qui s'étaient empilés. Donc, on avait une énorme pile de rapports 6 mois avant les événements qui indiquaient que, en fait, la sécurité des Américains en Libye était menacée, qu'il y avait en fait une situation qui était hors de contrôle et que le gouvernement libyen n'avait aucune capacité de s'occuper de ce problème-là. Et donc, justement, il y a plusieurs questions qui sortent à partir de cette pile de rapports, des questions qui doivent être posées au président. Et par exemple, au mois de novembre 2012, il y a eu un groupe de journalistes qui ont reçu un compte-rendu politique
lors d'une rencontre à la CIA. Donc, il y avait beaucoup de documents, en fait, sur ce que la CIA avait essayé de faire ou ce qu'elle avait essayé de ne pas faire. Et en fait, on nous a caché les actions de la CIA à ce moment-là, alors que, en fait, la CIA se préparait, en fait, à agir pour protéger l'ambassade américaine. Donc ça, c'était un petit peu avant les événements. Et par la suite, la question se pose, ben, que savions-nous le jour de l'attaque même? Et on sait que, en fait, une des choses qu'on sait qui est très importante, c'est qu'il y a eu 3 courriels, donc 3 emails très importants, en fait, des informations qui ont été exposées par l'agence de presse Reuters. Donc le premier qui s'est produit, en fait, vers 4 heures de l'après-midi, donc un courriel, en fait, qui avait été donné à ce qu'on appelle le National Security Staff. Donc, en fait, l'équipe de sécurité nationale qui se trouve dans la Maison-Blanche. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le White House Situation Room. Donc, en fait, on peut dire la chambre de guerre de la Maison-Blanche. Et dans ce courriel-là, il y avait aussi, c'est un courriel qui était aussi adressé au FBI, au directeur de l'intelligence nationale et aussi à plusieurs personnes dans le Pentagone. Donc, on a eu cette transmission-là en provenance de l'ambassade de Tripoli, donc toujours en Libye, qui avait reçu des informations à partir de 4 heures dans l'après-midi, la journée des attaques. Et qu'en fait, on avait lancé ce courriel en disant « L'ambassade à Benghazi est sous attaque ». Aussi, il y avait environ une vingtaine de personnes armées qui tiraient sur la mission diplomatique. Il y avait des explosifs qui étaient... en fait, on entendait des explosifs et que l'ambassadeur Stevens était à ce moment-là caché là, dans un bunker pour sa protection. Et que, en fait, donc d'autres informations liées à ça. Évidemment, donc, déjà, premier paradoxe, à savoir, on parle d'une attaque faite par 20 personnes armées. Donc, déjà là, les mensonges qu'on nous avait donnés à propos d'une démonstration qui a mal tourné, bien, il n'était aucunement discussion dans ce courriel-là de démonstration ou d'une grande foule qui était venue protester à propos d'une vidéo. Donc, c'était pas des gens qui étaient avec des pancartes et tout ça, c'était des gens armés de qui ont fait une attaque. Et donc, par la suite, 50 minutes plus tard, il y a un deuxième courriel qui a été envoyé. Et donc, en fait, là, on commençait à dire qu'on avait vidé, en fait, on avait sorti les diplomates, les personnels américains de leurs installations à Benghazi. Et que par la suite, on a eu un autre courriel, et là, c'était le groupe terroriste Ansar al-Sharia, qui en fait qui déclarait être le responsable des attaques à Benghazi. Donc, ils ont clamé cette responsabilité-là. Ils ont dit qu'ils étaient les acteurs de cette attaque-là sur Facebook, sur Twitter, et ils ont même demandé à ce qu'il y ait une attaque aux installations dans la ville de Tripoli. Donc, la question qui se pose, et qui est une question assez inquiétante, c'est en fait, comment est-il possible que le 16 septembre 2012, donc 5 jours après les attaques, comment se fait-il que, en se basant évidemment sur ces courriels, que le président ait en fait déployé son ambassadrice aux Nations Unies, donc Susan Rice? Pourquoi elle a été déployée en fait à aller sur la télévision sur 5 émissions le dimanche matin, dans laquelle elle a dit « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un incident terroriste, c'était en fait une foule qui s'est réunie de manière spontanée et qui réagissait de manière colérique contre une vidéo sur YouTube. » En fait, une vidéo, comme on le disait au début, qui n'a sûrement pas été entendue par beaucoup de gens en Libye, vu les conditions chaotiques du pays à ce moment-là et encore aujourd'hui, évidemment. Donc, l'idée que tout le monde parlait de ça, en fait, l'idée même qu'une vidéo obscure ait pu créer ce genre d'événement-là, c'est tout à fait ridicule.
et qu'il y a eu cette espèce de regroupement spontané. C'est vraiment en fait un mensonge ridicule. Donc, il n'y a vraiment rien de crédible dans une pareille histoire-là. Et donc, les gens de la Maison-Blanche savaient en fait ce qui s'était produit exactement. Et aussi, en fait, déjà, toujours au mois de novembre, en passant, oui, la conférence de presse avait eu lieu le 2 novembre 2012, donc 2 mois environ après les attentats. Donc, à l'époque, M. Steinberg parlait justement de rapports qui avaient été confirmés, des rapports en fait en provenance de la CIA, qui avait en fait un drone de surveillance, donc un drone sans armes, mais avec des caméras, qui était justement, qui survolait la région qui survolait la région où il y a eu les attaques, et que justement dans ce vidéo-là, bien, il n'y a absolument rien qui montre une foule. On voit justement quelques personnes avec des fusils et des attaques. Donc déjà, la vidéo, bon, c'était pas une vidéo de super bonne qualité, mais c'est une vidéo que des gens ont dû voir à Washington. Et là, on se demande justement comment se fait-il qu'on dirait que comme si personne n'avait regardé ce vidéo-là. Encore là, c'est un peu difficile à croire. Et que, en fait, il y a une question de compétence qui doit être posée, à savoir comment peut-on ne pas se préoccuper de la situation en Libye environ quelques mois à 1 an après l'assassinat, le meurtre du président Kadhafi. Donc, on savait que la situation en Libye devenait de plus en plus chaotique. Donc, on aurait dû, en fait, avoir beaucoup plus de sécurité dans la région, dans la Libye en soi, de protéger en fait, les représentants américains là-bas. Donc, il y a eu des erreurs de fait où il y a eu vraiment une manigance en provenance justement des autorités nationales de sécurité qui ont en fait choisi soit de ne rien faire ou qui étaient vraiment, tout le monde était en train de festoyer durant la journée, tout le monde était sous l'emprise de l'alcool, quelque chose s'est produit et c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut dévoiler. Donc, encore là, Mme Rice, à la télévision nationale, qui mentait au peuple américain sur, en fait, ce qui s'était vraiment passé. Obama a fait un peu la même chose. Il a été à l'émission de David Letterman. Il a été à la fameuse émission The View. Et après ça, en fait, a même fait une déclaration aux Nations Unies. Il a répété le même mensonge. Il a essayé de changer le sujet, d'amener l'attention loin de ce qui s'est passé là-bas et loin justement de cette idée que potentiellement des attentats terroristes étaient en fait ce qui s'était produit et que ça n'avait rien à voir avec une vidéo. Donc, il est clair que nous avions affaire en fait à un groupe d'environ une vingtaine de personnes, des groupes armés, et que en fait, ce qu'on sait aussi, c'est qu'après l'attaque à Benghazi, en fait, c'est l'annexe de la CIA qui se retrouvait environ à environ 1 000, donc environ à 1500 mètres du groupe diplomatique à Benghazi. Donc, cette annexe de la CIA a été aussi attaquée plus tard dans la même journée. Donc, ça c'est à peu près là, ce qui était discuté dans le court vidéo, donc qui était la conférence de presse donnée le 2 novembre 2012, donc 2 mois après les attentats du 11 septembre 2012. Donc, là, M. Steinberg enchaîne durant le webcast, où il dit, il commente sur le fait que 3 ans après les attentats, après la conférence de presse que nous avions donnée à Washington, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas connues. Mais il faut justement commencer à creuser maintenant. On sait que en fait, le comité national qui étudie la question de Benghazi sera en activité au mois d'octobre, où plusieurs personnes devront aller ne devront pas poser des questions, mais devront aller répondre aux questions posées par le comité. Et donc, il va y avoir Mme Hillary Clinton elle-même et aussi des conseillers de Mme Clinton. Donc, en fait, on va bientôt connaître
la vérité sur Benghazi. C'est vraiment plus une question de temps. La question demeure, est-ce que Hillary Clinton est en position maintenant de dévoiler ces informations-là avant que quelque chose de catastrophique se produise, causé par Obama, donc un conflit nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Et une des informations qui a été dévoilée dans les 3 dernières années, qui est très importante, c'est en fait un livre écrit par Edward Klein, un livre appelé en anglais Blood Feud, The Clintons versus the Obamas. Donc, on peut appeler des disputes de sang, les Clinton, donc le groupe Clinton contre le groupe Obama. Et en fait, dans ce livre, on relate une discussion qui aurait eu lieu entre Obama, Hillary Clinton, ensuite Hillary Clinton qui a eu une discussion avec Bill Clinton, et en fait, ce qui aurait amené aux actions posées par Hillary Clinton, qui avait choisi en fait de mentir et d'écrire un communiqué de presse sur la manifestation anti-YouTube. Et en fait, ce que l'extrait du livre d'Edward Klein dévoile, c'est que c'est Barack Obama lui-même qui avait demandé à Hillary Clinton d'écrire un communiqué de presse expliquant la manifestation anti-YouTube. Et Mme Clinton avait dit, ben c'est tout à fait ridicule, c'est complètement incrédible. Donc, Obama avait réitéré, inquiète pas pour ça, écrire le communiqué de presse, c'est ça ton travail. Et donc, Mme Clinton avait appelé Bill Clinton, et Bill Clinton avait dit la même chose, ben c'est tout à fait ridicule, s'il n'y a aucune crédibilité dans pareille déclaration-là. Et Mme Clinton, par la suite, avait décidé, en fait, environ 1 heure après cette discussion téléphonique, d'écrire ce communiqué de presse. On sait aussi que Mme Clinton s'est retrouvée devant le comité d'études sur la question de Benghazi, a continué à tenir, en fait, à continuer à protéger Obama. Elle s'est lancée sur l'épée. Elle a préféré tuer sa propre carrière politique plutôt que de dénoncer Obama. Et Mme Clinton avait en fait plusieurs options. Et une des options était de carrément démissionner, d'exposer les mensonges et par la suite, ben justement, bloquer Barack Obama, empêcher sa réélection, parce qu'à ce moment-là, en 2012, on se rappelle, c'était la campagne présidentielle, une campagne qui n'était pas gagnée d'avance pour Barack Obama. M. Barack Obama qui a mis beaucoup l'accent sur sa campagne contre Al-Qaïda. On se rappelle le fameuse attaque contre Osama Ben Laden, qui était le cri de ralliement de l'administration Obama pendant quelques temps. Donc, l'administration Obama mettait beaucoup l'accent sur leur campagne contre le terrorisme. Évidemment, si on avait démontré qu'il y avait eu ces attaques-là à Benghazi contre les diplomates américains, ben c'est sûr qu'Obama aurait eu l'air d'un fou et sa campagne, en fait, aurait pu échouer lamentablement à cause de ça. Donc ça, c'était un des choix de Mme Clinton, mais elle a choisi justement de détruire sa carrière pour défendre Obama. C'est une erreur qui a coûté très cher. Et quand on regarde la situation aujourd'hui, la fameuse guerre contre le terrorisme, on se rend compte que rien n'est gagné, même que tout dégénère. Al-Qaïda est devenu un groupe qui s'appelle État islamique, qui s'étend de manière assez impressionnante à travers le Proche-Orient. Les États-Unis sont de retour en Irak, ils sont en Syrie, ils sont en Libye. Donc, la situation dégénère. Évidemment, les Russes, eux, voient toutes ces types d'actions-là toujours comme étant des actions pour se rapprocher de la Russie et vraiment encercler la Russie par un filet, on va dire un filet de chaos et d'anarchie, en fait, qui ne connaît aucune borne jusqu'à maintenant. Donc, M. Larouche était très clair en disant il faut que Hillary Clinton expose ces mensonges-là pour bloquer un danger de guerre nucléaire. Et il y a vraiment un compte à rebours. La Chambre des représentants n'est plus à Washington. Elle va revenir à la mi-septembre.
et aussi le Sénat sera parti pendant un certain bout de temps. Donc, on a en fait une période très dangereuse où le mois d'août de l'année 2015, donc de cette année, pourrait vraiment, en fait, être toute une période durant laquelle le président pourrait utiliser ses pouvoirs présidentiels pour provoquer une confrontation avec la Russie qui nous amènerait vers une guerre thermonucléaire. Et comme M. Larouche en a parlé plusieurs fois, c'est le genre de guerre qui ne dure pas très longtemps. Ça dure quelques heures et le résultat, c'est que l'espèce humaine n'est plus ce qu'elle était. Et en fait, on risque l'extinction de l'espèce humaine. Et pour ceux qui pensent que ça ne peut pas se produire, eh bien, détrompez-vous. Vraiment, la situation est à son pire. Plusieurs généraux, autant américains que russes, ont écrit dans les médias pour demander à ce que Obama et Poutine, en fait, relancent le dialogue sur la situation militaire. Et le problème, un des graves problèmes dont on a parlé beaucoup à notre émission, c'est justement le fait que toutes les mesures militaires prises durant la guerre froide, donc à une époque où la course aux armes nucléaires était monnaie courante, eh bien que cette situation-là comporte toujours des systèmes, des procédures militaires qui sont toujours très dangereuses, où on peut justement avoir un lancement d'armes nucléaires de manière un peu improviste. Donc il faut se rappeler que quand une nation comme les États-Unis font un acte, soit un acte préparatif à la guerre, ou font des exercices militaires, ou font des tests de missiles, etc., il y a un certain temps, il y a un certain délai de temps qui doit être donné à des nations comme la Russie afin de ne pas s'inquiéter et qu'eux, en fait, ne lancent pas non plus une arme nucléaire dans le cas échéant, qui pourrait en fait être lancée par erreur. Donc aujourd'hui, le temps de délai est tellement court, vu la relation entre les deux présidents, qu'une simple erreur pourrait mener à l'extinction de l'espèce humaine. Donc Mme Clinton doit choisir aujourd'hui, parce qu'évidemment, si elle dit la vérité maintenant, ça peut sauver l'espèce humaine. Sa campagne présidentielle, évidemment, va être à l'eau, car elle sera elle-même aussi coupable. Mais évidemment, le choix de ne pas parler est encore plus dangereux. Et on se rappelle, en fait, la Russie, depuis le début de la confrontation de l'OTAN contre la Russie, avec le coup d'État qui a eu lieu en Ukraine, où le gouvernement qui a fait tomber le gouvernement Yanukovych, qui avait refusé de se joindre à l'euro pour de très bonnes raisons économiques, comme quoi la zone euro était une catastrophe. Et l'Ukraine voulait à ce point-là rejoindre les nations du BRICS pour un développement économique. Donc, quand il y a eu le coup d'État qui a amené les forces néo-nazis au pouvoir, dans plusieurs aspects du pouvoir en Ukraine, et tout le processus d'action militaire qui ont suivi sur la frontière de la Russie, à ce point-là, le leadership de la Russie a vraiment compris de manière très conclusive qu'il y avait un grave danger qui se pointait contre, en fait, un danger vers la Russie et qu'on risquait une guerre majeure. Donc, évidemment, on a parlé tantôt des déclarations publiques de M. Vladimir Poutine, président de la Russie. Et, en fait, il y a plusieurs événements qui se sont produits récemment qui nous montrent la course à l'armement. On avait parlé tantôt là, de la mise à jour et de la modernisation de la force nucléaire stratégique de la Russie, qui est en réaction à la position américaine qui s'est retirée du traité contre les missiles antibalistiques. Et aussi, évidemment, il y a eu, en fait, durant les derniers mois, on parle d'une douzaine d'incidents durant lesquels les forces aériennes russes ont démontré leur capacité, en fait, à déployer des avions de combat stratégiques qui peuvent, des avions qu'on appelle en anglais des bombers, donc ceux qui ont la capacité de lancer des missiles à type nucléaire. Donc, des exercices militaires qui ont lieu dans des zones aériennes internationales. Donc, il n'y a pas eu de brèche, il n'y a pas eu de violation formelle de la souveraineté des autres pays, mais le message est quand même clair. Et on parle aussi
dans les derniers mois toujours, de la présence de sous-marins russes près des côtes américaines, dans le golfe du Mexique, toujours dans des zones maritimes internationales. Encore là, le message est clair, c'est-à-dire que les Russes se préparent comme ils le peuvent. Alors que les Américains sont en train de prendre d'assaut tout l'Eurasie. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer l'intention là, une intention qui est là, surtout depuis le 11 septembre, qui était là aussi avant, à l'époque de la guerre froide. Mais depuis le 11 septembre, on a eu les États-Unis qui sont devenus vraiment une marionnette, ce qu'on appelle une grenade pour l'Empire britannique. Donc, que les États-Unis disparaissent, l'Empire britannique s'en réjouirait, mais pourrait en fait tente maintenant d'amener les Russes et les États-Unis à s'autodétruire. Un autre événement très intéressant aussi en Russie qui s'est produit, c'est que la Russie a déclaré un groupe, un groupe qui finance les ONG à travers le monde, un groupe qui s'appelle en anglais le National Endowment for Democracy, qui pourrait se traduire librement comme ce qu'on pourrait appeler l'avancement national pour la démocratie. Donc, une institution qu'on appelle en fait la mère des révolutions de couleur. On voit depuis plusieurs années ces fameuses révolutions de couleur. On en a eu une en Ukraine, on en a eu une en Ossétie du Sud. En fait, ce sont en fait des renversements de gouvernement, supposément au nom de la démocratie, et on installe des marionnettes du système transatlantique et on renverse les gouvernements. C'est ce qui s'est passé en Ukraine récemment. Donc, on connaît aussi d'autres groupes liés à cela, notamment le Freedom House et le groupe un peu plus connu, le Human Rights Watch, mené par le spéculateur George Soros. Donc, le fait que l'avancement national pour la démocratie a été en fait déclaré illégal, ça démontre justement que les Russes voient très bien l'impact de ces institutions-là contre le gouvernement, contre la souveraineté de la Russie. Ils ont dit, on met ça à la poubelle. Notamment il faut aussi noter que le vice-président de ce groupe, le National Endowment for Democracy, le NED, une dénommée Nadia Diouk, fait en fait partie des réseaux bandéristes, donc des réseaux bandéristes ukrainiens, des gens qui se disent là, qui se disent partie de la tradition de Stepan Bandera, un nazi ukrainien bien connu durant la Deuxième Guerre mondiale, qui était un des responsables de plusieurs crimes ethniques, qui a tué des dizaines de milliers de personnes en Ukraine. Donc, le fait qu'il y ait cette liaison-là entre le NED et les réseaux bandéristes est preuve là, de l'intention de ces groupes-là. Et aussi le fait, l'implication de Mme Victoria Nuland, qui était celle qui a vraiment créé le nouveau gouvernement ukrainien avec les factions du secteur droit et les autres néo-nazis ukrainiens. Donc, évidemment, tout ça démontre une confrontation à travers un processus politique. En fait, on finance le renversement des gouvernements comme celui de la Russie ou celui de l'Ukraine, comme on a pu le voir récemment. Donc, la période du mois d'août n'est pas simplement un moment dangereux, comme le dit M. Jeff Steinberg, mais il faut reconnaître ce danger-là. Et on a vu, par exemple, on se rappelle une fameuse déclaration faite par un analyste du collège militaire naval aux États-Unis, donc le US Navy War College, qui avait publié un courriel récemment à un dirigeant européen de l'OTAN, pas un dirigeant, mais un représentant de l'OTAN en Europe, dans lequel il disait que si nous sommes chanceux, cet été, nous pourrons éviter une guerre générale. Et avec un peu de chance, dans le courriel, ça continue, il dit, avec un peu de chance, ce ne sera pas une guerre thermonucléaire. Donc, les gens du militaire sont au courant de la situation. Il faut que quelque chose se produise pour empêcher justement la catastrophe. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que Hillary Clinton sait exactement? Donc, comme on l'a dit tantôt, elle a décidé de protéger Barack Obama, elle a décidé de détruire sa carrière politique pour protéger l'administration Obama, protéger peut-être aussi
en fait, en protégeant Obama, protéger sa future campagne présidentielle, ce qui est très, en fait, c'est ce qui est très, ce qu'on appelle très baby boomer. Donc, on se préoccupe de soi-même avant le sort de la nation. Bon, donc, le choix avait été pris à ce moment-là. Et en fait, la question, qu'est-ce qu'elle savait exactement? Donc, si elle explique ce qui s'est produit, et vraiment, elle n'a pas le choix. Comme on le disait tantôt, les informations sortent de plus en plus. On savait, par exemple, à l'époque, un peu avant le 11 septembre 2012, on avait une liste, en fait, d'événements qui s'étaient produits dans les mois précédents l'attentat du 11 septembre 2012. Donc, on avait, par exemple, l'ambassadeur britannique qui avait été victime d'une attaque par voiture alors qu'il visitait la ville de Benghazi quelques mois avant. On a eu même des représentants de la Croix-Rouge qui ont dû se retirer de la ville de Benghazi à cause des menaces qui prévalaient sur elle. On a aussi eu des attaques directes sur les missions diplomatiques à Benghazi. Donc vraiment, les signes les signes avant-coureurs étaient très présents. Et en fait, les informations vont sortir d'une manière ou d'une autre. On a même eu des informations, pour en rajouter encore plus, des informations en provenance de la CIA et du Pentagone, comme quoi des émissaires du groupe Al-Qaïda, en provenance de l'Afghanistan et du Pakistan, étaient déployés dans la région de Benghazi, et ce qui impliquait, en fait, on parle de plusieurs centaines de personnes. Donc, quelque chose doit se produire maintenant. Et en fait, on mobilise tous nos actifs. Le mouvement La Rouge se mobilise de manière internationale afin que les informations que Mme Clinton connaît sur les événements du 11 septembre puissent être dévoilées, en fait, avant même la réunion du comité sur Benghazi qui devrait se produire le 21 octobre et le 22 octobre. Donc, 2 jours de questionnement. Et on sait, par exemple, on connaît l'intention de certains représentants de ce comité-là, dont une dénommée Carly Fiorina, qui est en fait un candidat républicain pour la présidentielle. Et elle se dit tout de suite, elle dit, je suis en position de débattre Mme Clinton, et ma première question sera de lui poser, que s'est-il vraiment passé à Benghazi cette journée-là? Quelle était, en fait, que savait-elle à propos des actions et du comportement de Barack Obama à ce moment-là? Donc, on ne peut plus repousser, en fait, la vérité sur ce sujet-là. Il faut que Mme Hillary Clinton prenne une décision personnelle des plus importantes. Elle doit donc aller de l'avant et de manière aussi publique, transparente, ouverte. Elle doit dire ce qu'elle sait. Elle seule est dans une position unique afin de faire tomber la présidence Obama, de faire tomber le danger de guerre nucléaire et ainsi permettre en fait la survie de l'espèce humaine qui est maintenant en jeu dans la situation actuelle. Donc voilà la présentation pour cette semaine. Donc je vous dis à tous à la semaine prochaine. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi à mon courriel, donc jplebleu, donc jplebleu, à commercial yahoo.ca. Donc on se dit à la semaine prochaine. Posé devait dévoiler ce qu'elle savait des attentats de Benghazi. On se rappelle le 11 septembre 2012, donc 11 ans après le triste événement à New York et au Pentagone américain. Donc en 2012, dans la ville de Benghazi, en Libye, on a eu l'ambassade américaine qui avait été sous attaque. Il y a eu 4 décès, dont l'ambassadeur même, M. Stevens. Et par la suite, on a eu vraiment une véritable tragédie qui s'est découlée en provenance de la Maison-Blanche. On se rappelle, Mme Clinton était à l'époque secrétaire d'État. Et on nous avait lancé la théorie tout à fait ridicule comme quoi les événements, les attentats à l'ambassade américaine en Libye
Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Donc, présentation pour la semaine du 3 août 2015. Bonjour à tous nos amis en Haïti, en France, au Canada, dans les pays francophones. Aujourd'hui, une fois de plus, on va revisiter le dernier webcast de l'équipe du Comité d'action politique de Lyndon LaRouche. Un discours qui a lieu en Virginie, aux États-Unis, à chaque vendredi à 20h, heure de l'Est. Un discours que vous pouvez écouter en anglais sur le site larouchepac.com, LAROUCHEPAC.com. Cette semaine, on avait une présentation un peu plus courte, mais d'une importance capitale. Monsieur Lyndon LaRouche, depuis quelques jours, a mis l'accent sur le rôle de Hillary Clinton, non pas en tant que candidate présidentielle ou en tant qu'un futur président. Ça, c'est vraiment de deuxième niveau. Ce qu'on veut vraiment discuter aujourd'hui, c'est en fait d'empêcher la création d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, un danger qui en fait est de plus en plus présent, surtout qu'aux États-Unis, le Congrès américain est en ce qu'on appelle en vacances, qui va revenir au mois de environ la mi-septembre. Et donc, Barack Obama possède plusieurs semaines, en fait, pour potentiellement lancer une guerre sans que personne ne l'en empêche. Et en fait, Mme Hillary Clinton, il y a eu plusieurs mémos là, de publiés sur le site larouchepac.com, comme quoi Hillary devait expliquer, avait été en fait causée par une démonstration subite causée par une vidéo sur YouTube qui en fait se moquait du prophète Mohammed. Évidemment, l'Internet en Libye, je ne sais pas à quel point ça fonctionne, mais après l'assassinat du président Kadhafi, la Libye était dans un chaos total. C'est à se demander s'il y a quelqu'un, au moins une personne, qui aurait vu cette vidéo-là. Bref, en fait, 3 ans après les événements, on se rend compte de plus en plus, il y a de plus en plus de témoignages de ça, il y a des écrits là-dessus, sur le fait que Hillary Clinton avait menti en publiant en publiant un communiqué de presse qui disait, en fait, qui relatait cet événement-là à propos de la manifestation subite contre une vidéo, alors qu'en fait, les faits nous démontrent que la Maison-Blanche savait beaucoup de choses, et ce, plusieurs mois avant les attentats du 11 septembre 2012. Et aussi, en fait, que plusieurs choses auraient dû être faites, même la journée même, mais cependant, rien n'a été fait. Et au lieu de ça, on a vu une certaine Susan Rice, qui est maintenant la secrétaire d'État d'Obama, qui à l'époque est allée à la télévision nationale américaine sur 5 émissions pour lancer cette fausse... faire cette fausse déclaration sur les attentats de Benghazi. Obama a fait la même chose à l'émission de View, etc. Donc, M. LaRouche, en fait, qui lance un appel à Hillary. Hillary doit dévoiler ce qu'elle sait. Ainsi, elle peut